Au sud de l'Égypte, le haut barrage d'Assouan, qui contrôle le débit du Nil, est le plus grand barrage de granit du monde. Il est difficile de l'appréhender dans son ensemble. C'est à peine si l'on peut voir où commence le barrage et où finit la terre. Vous pouvez être dessus sans vous en rendre compte. Il est immense. Il retient toute l'eau que le Nil voit couler en 3 années. Si cette masse était relâchée d'un seul coup, elle pourrait inonder le pays en 24 heures. La supériorité de cet ouvrage n'est pas uniquement dans son design, sa conception et les matériaux qui le composent, mais aussi dans sa taille gigantesque. C'est un projet énorme, bien plus vaste que les pyramides de Gizeh au Caire. Il y a un proverbe égyptien qui dit « Le Nil est l'Égypte, et l'Égypte est le Nil ». Depuis la nuit des temps, le fleuve est une source de vie pour le pays qu'il traverse. C'est peut-être encore plus vrai en Égypte, où le désert est implacable et où il ne pleut que très rarement. Le Nil traverse l'Égypte sur 1500 km, formant une vallée verdoyante, large de 20 km au plus. Il coule ainsi jusqu'au Caire, où il s'élargit en delta pour enfin se jeter dans la Méditerranée. Ces régions fertiles couvrent moins de 5% du territoire égyptien et abritent plus de 96% de la population. 65 millions d'habitants vivent dans un espace qui n'est pas plus grand que l'État du Maryland. Pour les habitants de la vallée du Nil, le fleuve est le miracle annuel qui apporte la vie à ces terres desséchées et brûlées. L'Égypte n'existerait pas sans le Nil. C'est lui qui a permis la création de ce pays et les Égyptiens en sont très fiers. Ils se considèrent comme la première civilisation au monde, les premiers à avoir eu un véritable gouvernement structuré et puissant. Tout ce qu'ont réalisé les pharaons est l'œuvre du Nil. Les Égyptiens de l'Antiquité priaient le dieu du fleuve de leur apporter l'eau. Le Nil a permis le transport des gros blocs de pierre nécessaires à la construction des pyramides. Il a favorisé aussi l'agriculture. C'est lui qui, avec ses sédiments, a permis à l'Égypte, pendant un millénaire, de produire suffisamment de denrées agricoles pour en exporter. Mais la nature est parfois inconstante. Certaines années, les cadeaux du Nil ne sont pas les bienvenus. Tout au long de l'histoire de l'État égyptien, copte ancien islamique, on retrouve les récits de ce qui arrivait lorsque l'Égypte était dévastée par les inondations ou la sécheresse. Ce sont des histoires très populaires qu'on retrouve dans les livres religieux et dans les récits mythiques. On voit à travers elles les souffrances traversées par les Égyptiens. 3000 ans avant Jésus-Christ, les pharaons construisent des digues pour protéger les terres agricoles des inondations. Des barrages sont érigés sur le fleuve pour détourner les eaux vers des canaux d'irrigation et des fossés. Les premiers Égyptiens excellaient dans la gestion de l'eau. Ils avaient appris à construire des petits murs de boue et garder ainsi l'eau plus longtemps dans des bassins de retenue. Comme ils avaient besoin aussi de faire monter l'eau, ils ont inventé des techniques comme la roue à eau, toujours en usage de nos jours. Le Nil charrie des sédiments, appelés limons, qui viennent des régions montagneuses d'Éthiopie. Pendant une crue normale, quand le Nil déborde de ses rives, il dépose son riche limon fertilisant sur les terres agricoles. Quand l'eau se retire, celui-ci reste. Avec l'eau et l'ensoleillement optimum de l'Égypte, ce sont ces sédiments qui ont fait de l'Égypte la terre la plus fertile du monde, capable de dispenser 3 récoltes par an. Au cours d'une bonne année, bien sûr.
mais il y en a aussi beaucoup de mauvaises. Pendant des milliers d'années, il n'y avait aucun moyen de garder l'eau excédentaire d'une bonne année pour l'utiliser lors d'une mauvaise. Dès que l'eau précieuse du Nil se jetait dans la Méditerranée, elle était perdue à jamais. À partir de 1517, les Turcs ottomans dirigent l'Égypte. En 1805, Mohamed Ali le Grand, le père de l'Égypte moderne, devient vice-roi du sultan turc. Ambitieux, il cherche de nouvelles voies pour enrichir son pays. Son conseiller français lui suggère de planter du coton et de le vendre en Europe. Ce conseil se révèle particulièrement avisé un siècle et demi plus tard, quand la récolte de coton du sud des États-Unis est bloquée à cause de la guerre civile, ce qui permet à l'Égypte de faire son introduction sur le marché mondial du coton. La culture du coton nécessite un apport d'eau à la fin du printemps et l'été, quand le niveau du Nil est au plus bas. L'Égypte a absolument besoin de retenir les eaux pendant la saison des inondations. Mohamed Ali fait construire un barrage à la pointe du delta, juste au sud du Caire, dans le but de garder un niveau d'eau suffisant pour alimenter les canaux et les réservoirs du nord du pays. Mais il n'en verra jamais la réalisation. Le projet s'achèvera durant le règne de son petit-fils Ismaël Pacha, sous la supervision des Britanniques qui avaient de grands intérêts dans le coton d'Égypte. En 1890, ce barrage mesure 45 mètres et détourne les eaux du Nil vers le delta. Pour construire les premiers barrages, on utilisait essentiellement de gros blocs de pierre taillés dans les collines rocheuses des sites avoisinants. En fait, c'est ainsi qu'on a construit la plupart de leurs temples dans l'Antiquité. Mais à la fin du 19e siècle, un nouveau matériau, le béton armé, va révolutionner la construction des ponts et des barrages. Le rêve éternel de l'Égypte est enfin possible. Le premier site choisi est Assouan, une petite ville commerçante en Haute-Égypte. Ici, le Nil se rétrécit et prend de la vitesse. Le premier barrage d'Assouan a été bâti plus tard, pendant le règne de Hadaf Taoufik, qui a gouverné l'Égypte dans la seconde partie du 19e siècle. Il a été construit avec l'aide technologique des Britanniques. C'est un des projets dont l'architecture est très proche de celle des ouvrages européens du début du 19e siècle. Le premier barrage d'Assouan s'étendait dans la vallée sur 3 km et s'élevait à environ 30 mètres au-dessus du lit du fleuve. Il était conçu pour permettre à la plus grande partie de l'eau d'une année de couler librement entre ses écluses. Puis, dans la dernière étape de la crue, les écluses étaient fermées, retenant juste assez d'eau pour irriguer de nouveau les champs plus tard durant l'été. Le petit barrage accroît le rendement des terres agricoles égyptiennes, mais il n'est ni assez grand ni assez solide pour stocker l'eau de plus d'une année. Or, sur le continent africain, il n'est pas rare que la sécheresse dure plusieurs années. Le barrage s'avère être une bénédiction pour l'Égypte. Il soulage les difficultés qui la hantent depuis toujours, mais temporairement, car avec le siècle qui commence, la situation devient encore plus critique. Pendant la première partie du 19e siècle, sous le règne de Mohamed Ali, on compte 25 hectares cultivables par habitant. À la fin du règne de son petit-fils Ismaël, quelques décennies plus tard, cette superficie est passée à 1,5 hectare par habitant. Appelé un temps le grenier à blé de la Méditerranée en raison de l'abondance de ses récoltes, l'Égypte doit se battre rien que pour se nourrir. Chaque parcelle de terre est cultivée, mais la population croît rapidement tandis que les récoltes n'augmentent pas. Pendant des siècles, l'Égypte a été dirigée par des puissances étrangères. Les Grecs, les Romains, les Arabes, les Turcs, tous se sont enrichis en exploitant ses ressources limitées alors que le pays était paralysé par la pauvreté. À la fin du 19e siècle, l'Égypte est criblée de dettes auprès des banquiers européens. Sa récolte de coton est lourdement hypothéquée et elle est obligée de vendre ses parts du canal de Suez,
la voie d'eau la plus lucrative de l'hémisphère, que son peuple a mis tant de temps à construire. Le canal appartient aux Français et aux Anglais. En 1882, pour mater des mouvements nationalistes, la Grande-Bretagne envoie son armée pour occuper le pays et protéger ses investissements. Elle y restera près de 75 ans. En 1936, l'Égypte obtient son indépendance vis-à-vis de la Turquie, mais les Britanniques restent dans le pays. La population augmente constamment au cours de la première moitié du XXe siècle. En 1950, on compte 1 hectare de terre cultivable pour 7 personnes. L'Égypte décline année après année et devient un des pays les plus pauvres du monde sans pouvoir arrêter son déclin. Au cours du XXe siècle, les Égyptiens ont toujours pensé que leur développement était entravé parce qu'il leur était impossible de contrôler le débit du Nil. Maîtriser l'eau était un rêve permanent. On en parlait dans les romans, dans la littérature, dans la culture populaire. Les Égyptiens avaient constamment à l'esprit le désir de résoudre ce problème, tout comme les officiers de la révolution égyptienne qui ont pris le pouvoir au début des années 50. Le 23 juillet 1952, la révolution égyptienne commence avec un coup d'État non sanglant. Un groupe d'officiers, se désignant eux-mêmes comme les officiers libres, prennent le pouvoir et envoient en exil le roi Farouk et sa famille. Gamal Abdel Nasser devient le premier Égyptien à diriger son pays depuis le dernier pharaon de la dynastie Saïs, soumis par les Perses au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le nouveau régime cherche un symbole qui pourrait rallier tous les Égyptiens, donner confiance à la communauté internationale et montrer que la nation est entre de bonnes mains. En 2 semaines, ils ont trouvé. Il s'agit d'un projet de travaux publics qui dort dans le tiroir d'un bureau. Le plan très ambitieux d'un barrage à Assouan à proximité du petit barrage. Gamal Abdel Nasser rêvait de transformer le pays en changeant les abords du Nil. L'idée est venue qu'en construisant le haut barrage d'Assouan, on ne se contenterait pas de changer le cours du fleuve. Cela permettrait de créer des canaux qui transformeraient le vaste désert égyptien. Le haut barrage allait être le premier pas vers l'avenir radieux que Nasser promettait au peuple. Le Conseil révolutionnaire, et en particulier Gamal Abdel Nasser, a déclaré « Nous le ferons ». Cela symbolisera la Nouvelle-Égypte, notre révolution, et cela nous assurera la sécurité dont l'Égypte a besoin et qui lui manque. Tandis qu'on élabore les plans, il devient clair qu'il faudra au moins 10 ans pour construire le nouveau barrage, mais qu'il permettra sans doute de doubler les récoltes. En fait, l'explosion de la population durant les années de construction annulera l'augmentation de la production agricole. Mais c'est malgré tout une bonne nouvelle. Pour la première fois depuis le début du XXe siècle, l'Égypte va cesser de s'appauvrir. Ce projet présente un autre atout important. Le nouveau barrage produira suffisamment d'énergie hydroélectrique pour éclairer 20 000 villages de la campagne égyptienne qui n'ont jamais vu l'électricité. Ce progrès permettra aussi de développer l'industrialisation du pays, fournissant des emplois et des produits pour le marché international. Le barrage a été le symbole du renouveau de l'Égypte dans le domaine agricole. Il a permis d'accroître la superficie des terres agricoles et d'augmenter leur rendement. Et dans le domaine industriel, il a permis d'avoir plus d'énergie, plus d'électricité, et donc de créer une expansion économique dont l'Égypte n'avait jamais autant rêvé. Nasser déclare que rien ne s'opposera au barrage. On l'appelle la pyramide de Nasser. C'est à ce moment-là que le dirigeant égyptien reçoit un cadeau inattendu.
En 1952, l'Allemagne de l'Ouest verse 3 milliards de marks à Israël en réparation des crimes commis par Hitler contre les Juifs. Les États arabes se plaignent alors que ces fonds vont renforcer leur ennemi. L'Allemagne propose alors à l'Égypte une compensation. Elle met à sa disposition une équipe de maîtres d'œuvre de très haut niveau qui s'attelleront à la conception, à la construction et au financement du haut barrage d'Assouan. L'Égypte accepte cette offre et commence à chercher des fonds pour ce projet. Pour trouver l'argent, il se tourne vers l'Ouest, et plus précisément vers les États-Unis. Tout le monde sait qu'il y a de l'argent en particulier à la Banque mondiale, juste en face de la Maison-Blanche. Son premier directeur, Gene Black, a vu en ce projet l'exemple typique de ce que la Banque mondiale voulait soutenir à l'avenir, c'est-à-dire des projets de nouveaux pays émergents qui les aideraient à se libérer du sous-développement économique, considéré comme un héritage du colonialisme. La Banque mondiale est prête à fournir à l'Égypte l'argent nécessaire à la construction du barrage, mais ses membres les plus influents émettent de fortes réserves. Les États-Unis, qui contrôlent ou en tout cas influencent les décisions, n'approuvent pas les programmes sociaux de Nasser, qu'ils considèrent trop à gauche, et ne voient pas d'un bon œil les relations qu'il entretient avec l'Union soviétique. On est en pleine guerre froide, et les puissances occidentales n'ont guère hâte de renforcer un pays qu'ils considèrent comme un allié du bloc de l'Est. La conception de l'ouvrage va durer 2 ans. Dès que les Allemands ont terminé, la Banque mondiale envoie ses experts pour juger si le barrage est viable économiquement, tant pour l'Égypte que pour ses investisseurs. Cette étape dure encore 2 ans. En 1956, la Banque mondiale décide de soutenir le projet. Mais au même moment, éclate la guerre avec Israël. Nasser réclame des armes à l'Ouest, mais sa demande est rejetée. Il se tourne alors vers les Soviétiques qui négocient pour lui un contrat de vente d'armes avec la Tchécoslovaquie. Nasser suscite encore la colère des capitalistes occidentaux en reconnaissant officiellement la Chine communiste. Le Raïs n'apprécie pas les termes du prêt offert par la Banque mondiale. Pour lui, ce contrat accorde un trop large contrôle aux Occidentaux sur les affaires internes de l'Égypte. Mais ses conseillers le poussent à accepter l'offre. Ce qu'il fait, pour apprendre aussitôt par l'entremise du secrétaire d'État américain John Foster Dulles que la proposition est annulée. Furieux, humilié, Nasser annonce qu'il a un plan de rechange pour le financement du barrage. Le 26 juillet 1956, il annonce la nationalisation du canal de Suez. Le haut barrage d'Assouan sera construit avec les bénéfices du canal. Le canal a été nationalisé en 1956, quelques années avant de repasser sous contrôle égyptien, puisque le bail était de 90 ans. Conclu en 1869, il se terminait en 1968. On oublie toujours que l'Égypte a promis de dédommager les actionnaires, en particulier les Britanniques et les Français, avec les revenus du canal, et qu'elle a respecté sa promesse. En 1963, elle leur a versé ce qu'elle devait. Reprendre le canal de Suez était plus qu'une question financière pour l'Égypte. Il s'agissait d'envoyer un signal au monde entier. L'Égypte était bien résolue à poursuivre sur la voie de l'autodétermination. La France et la Grande-Bretagne réagissent en envoyant leurs troupes envahir l'Égypte pour récupérer le canal. Les Britanniques venaient juste de signer un traité avec Nasser pour l'évacuation du canal. Ils ont pensé qu'ils avaient prémédité cette action, ce qui n'était pas le cas. Et de leur côté, les Israéliens avaient peur que Nasser achète des armes, ce qu'il avait déjà fait auprès des Tchèques. Alors ils se sont unis, le Royaume-Uni, la France et Israël, et ils ont décidé d'envahir l'Égypte, ce qu'ils ont fait en 1956. Eisenhower n'était pas d'accord. Il les a arrêtés et obligés à se retirer des territoires qu'ils occupaient.
L'Union soviétique et les États-Unis sont tous les deux intervenus pour dire « ça suffit, sortez d'ici ». Mais le canal était déjà nationalisé et l'Égypte en a utilisé les revenus pour construire le barrage d'Assouan. L'Égypte avait encore quelques amis dans le monde. Une nouvelle offre financière leur est faite en octobre 1958. Les Soviétiques leur proposent de construire le barrage. Leur offre est encore plus contraignante que celle des Occidentaux. Ils n'acceptent d'aider les Égyptiens qu'à la condition que le barrage soit considéré comme le triomphe du génie soviétique. Ils veulent que l'ouvrage soit bâti par des maîtres d'œuvre soviétiques et avec du matériel soviétique, qu'il suscite l'admiration et les applaudissements de tous. C'est à ce prix que Nasser aura son grand barrage. Le haut barrage d'Assouan va permettre à l'économie égyptienne de croître de 100 millions de dollars par an. La ville d'Assouan est vieille de plus de 2000 ans. Dans l'Antiquité, c'était un centre commercial où se croisaient toutes les marchandises de l'Afrique. En 1960, des ingénieurs égyptiens et russes arrivent à Assouan pour commencer à travailler sur le barrage qui va permettre de contrôler le débit du Nil et qui produira aussi de l'électricité pendant toute l'année. Le site choisi est à 6 km au sud, en amont de l'ancien barrage. Les rives des deux édifices sont en granit. Le barrage devait être construit au sud de l'ancien petit barrage d'Assouan. Parce que cette région est quasiment à l'extrémité sud de l'Égypte. De là, on contrôle presque tout le cours du Nil. C'est là aussi que la construction du lac de retenue des eaux entraînera le moins de conséquences désastreuses possibles. C'est une région essentiellement désertique. La difficulté, c'est l'état du lit du fleuve, une masse instable de limons et de sédiments sablonneux. Il faut d'abord solidifier cette base pour empêcher que l'eau ne s'infiltre sous le futur barrage. Les concepteurs allemands avaient établi des statistiques sur la consommation annuelle d'eau depuis l'époque des pharaons. Ils avaient déterminé que les besoins de l'Égypte pourraient être satisfaits en créant un réservoir de 170 milliards de mètres cubes d'eau. Comme le fond du Nil était mou et instable sur une grande profondeur, il était hors de question d'utiliser un béton conventionnel. Le haut barrage devait être un barrage en enrochement, c'est-à-dire une sorte de colline en travers de la rivière faite de grosses pierres, de gravier et de sable. Ce type de barrage est fondu dans le fond de la rivière. Son poids est distribué sur un vaste espace et n'offre en aucun point un front perpendiculaire à la force de la crue. Le plan prévoit des coffrages en enrochement, des sortes de barrages temporaires, sur les côtés en amont et en aval, destinés à détourner le cours du fleuve pendant la construction du cœur du barrage. Dans les barrages conventionnels, les coffrages sont détruits par la suite, mais dans ce cas, on se propose de fondre les coffrages amont et aval dans le barrage principal et de couler dessus une nappe de béton pour qu'ils forment les faces nord et sud du barrage. La partie centrale, fermement tenue entre les coffrages, est construite en argile et renforcée par une traverse horizontale de béton plastique armé sous le sommet de la colline en aval. La section de 500 mètres entre le barrage et la rive repose sur une nappe épaisse de sable rendue compacte par un système de vibration. Il s'élèverait doucement pour atteindre un maximum de 105 mètres et redescendrait peu à peu vers le fleuve à 700 mètres plus au nord. Les ingénieurs égyptiens, allemands et russes sont conscients des conséquences qu'entraînerait le moindre défaut dans la conception ou dans la construction du haut barrage. Le réservoir derrière le barrage est conçu pour retenir la valeur de 3 années de l'eau du Nil. Si l'ouvrage venait à se rompre, la masse d'eau qui se déverserait engloutirait complètement la vallée du Nil et les 65 millions de gens qui y vivent. L'Égypte cesserait alors d'exister. Une question critique demeure. Comment arrêter le passage de l'eau à travers le sable meuble du fond du fleuve, sous le barrage, avant qu'elle ne sape la structure ? Depuis 1952, les ingénieurs allemands ont étudié le sol et le sable du fond du fleuve. Ils ont établi que la solution la plus efficace consistait à créer une nappe d'étanchéité,
un mélange d'argile et de ciment injecté à l'aide de mèches creuses dans le sable meuble du lit du fleuve. On crée ainsi un mur de roche artificiel à une profondeur de 180 mètres sous le fond du barrage. Après avoir signé l'accord avec l'Égypte, les Soviétiques ramènent les plans allemands à Moscou pour les modifier et les simplifier. Si les Allemands n'avaient guère d'expérience en matière de construction de barrages, c'étaient d'excellents ingénieurs parfaitement capables de concevoir un ouvrage de cette ampleur. Les Russes, eux, avaient une grande expérience dans ce domaine. Les Soviétiques conviennent de la nécessité d'une nappe d'étanchéité, mais ils proposent une autre solution pour détourner l'eau. Le projet allemand prévoit de construire des galeries d'eau sous le barrage et sous les rives du fleuve, où elles seraient à l'abri d'un bombardement aérien. Une des grandes préoccupations des Égyptiens, et avec laquelle ils rendaient fous les Allemands pendant la conception du barrage, c'était bien sûr leur grande peur des Israéliens. Ils craignaient que n'importe qui puisse faire sauter ce barrage. C'était un sujet incessant de discussion qui s'est éteint lorsqu'il est devenu évident que la seule chose qui puisse détruire un barrage fait de 42 milliards de mètres cubes de roche, de sable et d'argile était une énorme explosion atomique. L'alternative russe consiste à construire sur la rive est un grand canal de dérivation de 2 km de long et de 60 mètres de large. C'est sur ce canal que serait construite la station hydroélectrique. L'eau se jetterait dans les 12 turbines de la station pour produire une puissance maximale de 2100 MW, 30% de plus que le barrage Hoover aux États-Unis. Le chantier démarre le 9 janvier 1960. Le président Nasser en personne fait sauter 20 000 tonnes de dynamite au début du futur canal de dérivation. Quand la fumée se dissipe, une nouvelle ère commence pour l'Égypte. Le barrage d'Assouan génère plus de 10 milliards de kWh par an, la moitié de l'électricité dont l'Égypte a besoin. La première étape de construction est la plus périlleuse. Le canal de dérivation doit être achevé à l'été 1964, avant que la crue du mois d'août n'atteigne Assouan. Quand les Russes sont arrivés en 1961, les ingénieurs égyptiens qui vivaient sur le Nil depuis la nuit des temps et connaissaient bien le déroulement de ces crues, leur dirent que si on voulait construire ces coffrages, il fallait les placer au plus haut, avant l'arrivée de la crue. Sinon, elle emporterait le barrage non terminé. Le chantier avance lentement. Il y a les barrières linguistiques et culturelles qui étaient prévisibles, il y a le manque de matériel et la chaleur oppressante du climat. L'été, la température monte jusqu'à 50 degrés à l'ombre. Et quand on peut avoir de l'électricité la nuit, on continue à travailler. Les maîtres d'œuvre égyptiens critiquent l'inefficacité des Russes et leur manque d'équipement. Les équipements russes étaient conçus pour le froid. Or, Assouan était un des endroits les plus chauds de la planète. Le second problème, c'est qu'il était extrêmement compliqué d'amener cette énorme quantité de matériel depuis l'Asie centrale ou le fin fond de la Russie jusqu'à Assouan. Jamais de tels trajets n'avaient été effectués auparavant. Et enfin, dernier problème qui va conduire ces engins. Les chameliers? Le matériel casse, les camions crèvent, les engins de forage sont hors d'usage. Tout cela conduit à prendre du retard et à devoir parfois arrêter le travail. Les désaccords et le mécontentement provoquent des désordres et des grèves. Le contrat avec les Soviétiques interdit la participation de tout autre pays. Mais maintenant, Nasser est convaincu que les Russes sont incapables de respecter les délais. Bravant leur colère, ils sous-traitent le travail à des entreprises arabes qui ont l'expérience de vastes projets. Ils ont travaillé à la construction du canal de Suez et de l'aéroport du Caire. Les nouveaux entrepreneurs délaissent le matériel russe en faveur des machines britanniques qu'ils avaient utilisées avec succès par le passé. « 30 000 travailleurs égyptiens et arabes sont engagés à de hauts salaires, payés en roubles.
L'ouvrage prend son essor en 1962, quand les hommes et le matériel affluent à Assouan. Les Égyptiens et les Russes se respectent mutuellement et sont fiers de travailler ensemble sur un projet aussi ambitieux. En mai 1964, le canal de dérivation et le coffrage en amont sont achevés avec des mois d'avance, au grand soulagement des ingénieurs comme des politiques. Le président Nasser invite Nikita Khrouchtchev à célébrer l'événement. Les délais sont respectés. L'achèvement du haut barrage est maintenant en vue. La solution au problème immémorial que représentent les crues imprévisibles du Nil est à portée de main. Le haut barrage va accroître la production agricole de 30%. La centrale hydroélectrique multipliera par 8 la production d'électricité. Mais tout cela a un prix. Le réservoir bientôt créé par le barrage s'étendra sur 450 km dans le désert de Haute-Égypte et au Soudan. Le désert de Nubie abrite depuis des millénaires l'une des cultures les plus vieilles et les plus fières du monde. La Nubie était un des plus anciens royaumes, le vieux royaume de Kouch. Les Nubiens ne sont pas des Arabes. Ils vivent là depuis la nuit des temps. C'était une question très épineuse entre les Égyptiens et les Soudanais, jusqu'à la signature du traité sur les eaux du Nil en 1959 qui établit 2 points. D'abord, ils partagent les eaux entre le Soudan et l'Égypte. Ensuite, les Égyptiens octroient une compensation, malheureusement très faible, pour le relogement des Nubiens. C'est encore aujourd'hui un sujet de grande amertume pour le Soudan. Comme dans une version contemporaine de l'Arche de Noé, 117 000 Nubiens sont déplacés à des centaines de kilomètres de leur foyer, devant l'eau qui monte. En compensation, chaque famille reçoit une maison, une allocation et 1,5 hectare de terre irriguée. Et pour la première fois de leur vie, ils ont l'électricité. Mais il y a d'autres victimes précieuses sur le chemin de l'eau. Beaucoup de temples égyptiens anciens vont être entièrement submergés par les eaux, dont le plus important, le temple d'Abou Simbel. Il est là depuis toujours, sur une péninsule au bord du Nil, et reçoit la visite de nombreux touristes. La perspective de voir ces temples à jamais sous l'eau produit un choc dans le monde archéologique international. L'UNESCO propose de sauver 23 des temples, parmi lesquels le temple de Ramsès II à Abou Simbel et le temple de Philae près d'Assouan. Certains de ces projets étaient assez fous, comme celui qui proposait de construire un coffrage en verre et des ascenseurs qui auraient permis aux gens de descendre admirer les temples. Le projet retenu consistait, lui, à découper les temples en morceaux, puis à les remonter plus haut sur la colline pour qu'ils ne soient pas emportés par l'eau. Le temple de Philae peut être transporté sans problème majeur. Mais pour les temples de Ramsès II et de son épouse Néfertari, c'est plus difficile. Ils ne sont pas indépendants. Ils ont été creusés dans la montagne à laquelle ils sont adossés. Le sauvetage des temples d'Abou Simbel est une prouesse technologique presque aussi complexe que la construction du barrage lui-même. Trois équipes d'ingénieurs travaillent jour et nuit pendant 4 ans pour déplacer non seulement les temples, mais la partie de la montagne dans laquelle ils ont été creusés. Le temple était exactement là, à 60 mètres en dessous de ce grand rocher. Beaucoup d'entreprises sont venues ici. Il fallait couper la montagne en morceaux, puis partager le temple en plusieurs blocs qu'ils ont transférés 60 mètres plus haut et 200 mètres plus loin.
Maintenant, il est en sécurité, parce qu'on sait que le lac ne peut monter à plus de 183 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et le temple est à 184 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aujourd'hui, le paysage autour du lac Nasser est parsemé de temples qu'on a déplacés. Il montre l'effort engagé par les pays occidentaux pour les sauver, que ce soit l'Allemagne, les Pays-Bas ou la France. On peut remarquer que ces pays sont fiers d'avoir contribué à la construction du barrage d'Assouan et du lac Nasser, à travers la préservation de ces temples. Les Occidentaux ont refusé d'attribuer à l'Égypte les fonds nécessaires à la construction du barrage. Et finalement, ils ont mis la main à la poche quand il s'est agi de sauver ce qu'ils considéraient comme un héritage commun, c'est-à-dire la civilisation égyptienne et ses temples. Le barrage d'Assouan est achevé en 1970, après 10 longues années de construction. Pour la première fois de sa glorieuse histoire, le Nil est dompté. L'Égypte échappe enfin à la spirale de pauvreté qu'elle connaît depuis des siècles. Mais le prix en est élevé, 1,2 milliard de dollars et beaucoup de tristesse et de souffrance. On estime que 1000 ouvriers ont péri au cours de ce chantier. Le barrage a fait reculer le spectre de la famine, mais il ne constitue pas la solution idéale. 30 ans après son achèvement, des effets en chaîne se font sentir. Le réservoir créé par le barrage fait 10 mètres de profondeur, 450 km de long et 21 de large. Il y a près d'un demi-siècle, dans le désert, une nation pauvre a pris de graves décisions pour assurer son avenir et permettre la survie d'une des cultures les plus anciennes et les plus riches. Aujourd'hui, l'Égypte récolte les bienfaits, les inconvénients et les conséquences de ces décisions. Selon de nombreuses associations internationales et des spécialistes reconnus dans le monde entier, le Grand Barrage est considéré comme un des ouvrages les plus importants du XXe siècle. L'Égypte a beaucoup gagné avec le Haut Barrage. Nous contrôlons entièrement l'eau du fleuve et assurons nos besoins en eau sans dépendre des caprices du fleuve. Le Haut Barrage a sauvé l'Égypte de la famine qui tourmente une grande partie de l'Afrique depuis 1972. Il a aussi protégé les récoltes et les villages des crues de 4 années successives. Et la centrale hydroélectrique permet aujourd'hui à l'Égypte d'exporter son excédent d'énergie vers ses voisins arabes. Le barrage a résolu la crise de l'eau qui sévissait depuis toujours en Égypte. Mais le Haut Barrage a entraîné aussi des conséquences moins heureuses. Le Haut Barrage, c'était l'électrification du pays, l'accroissement de l'irrigation, la disparition de la famine. Du côté négatif, l'eau du sous-sol détruit l'agriculture du delta. La salinité de l'eau dégrade les monuments. Il a transformé le climat, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose, selon la façon dont on conçoit l'écologie. Il y a du pour et du contre. Il y a ceux qui pensent qu'on n'aurait jamais dû le construire à cet endroit, mais qu'il aurait fallu le construire dans la dépression de Qattara. Mais Nasser voulait qu'il soit ici. Un des principaux effets négatifs, c'est la disparition du limon. Les terrains agricoles ne sont plus recouverts par les sédiments apportés par la crue. Le résultat, c'est que les fermiers égyptiens dépendent davantage des fertilisants chimiques qui ont des effets très négatifs les premières années. Le limon se dépose au fond du lac Nasser. Il élève le lit du lac de barrage et s'il était utilisé pour fertiliser tout le pays, cela ferait baisser son niveau. Si quelqu'un pouvait inventer un moyen de remonter ce limon et de le répandre, l'Égypte n'aurait plus besoin d'engrais chimiques. La critique la plus importante émise contre le barrage est due à l'évaporation d'une grande partie de l'eau du réservoir.
Mais l'Égypte n'est plus l'otage des États hostiles et instables en amont. C'est l'essentiel. Et c'est ce qui rend toutes les critiques irrecevables pour les Égyptiens, aussi valables qu'elles puissent être. Aujourd'hui, l'Égypte continue à regarder vers l'avenir. Un projet très ambitieux est déjà en route, qui prévoit de créer un embranchement artificiel du Nil qui partirait du village de Toshka sur les bords du lac Nasser. Ce nouveau canal serait parallèle au Nil. C'est un investissement monumental qui coûterait plus que le haut barrage et le canal de Suez réunis. Le projet Toshka est considéré comme un rêve destiné aux générations futures, car la majorité des Égyptiens vivent dans les régions de la vallée et du delta. Il y a vraiment un problème avec la population. Il est urgent de pouvoir déplacer une partie des populations de la vallée et du delta vers d'autres régions moins peuplées. Dans le futur, l'Égypte aura 2 terres et non une seule. 2 vallées au lieu d'une. L'autre vallée ou l'autre terre commencera à Toshka et traversera l'Oasis jusqu'à la Méditerranée. On peut établir une autre civilisation entre ces 2 vallées. En apportant de l'eau et des engrais dans le désert, on peut créer une seconde vallée du Nil. Et si ce projet arrive à son terme, on pourra nourrir 2 fois plus de gens qu'à l'heure actuelle. Inutile d'importer du blé des États-Unis. Nous aurons notre blé, notre nourriture, et nous pourrons même nourrir une partie de l'Afrique. Si l'on regarde les combats que l'Égypte a dû livrer au siècle dernier pour nourrir et loger une population en pleine explosion, il ne semble pas impossible que ce pays puisse de nouveau être le grenier à blé de cette partie du monde. Et l'histoire montre que les Égyptiens ont su ne pas se décourager devant des entreprises de grande envergure. Je pense que les Égyptiens aiment ce qui est monumental. Cela remonte au pharaon. Gamal Abdel Nasser est mort en 1970, sans avoir vu le barrage achevé. Les obsèques de Nasser ont été un événement considérable. 1 million d'Égyptiens ont envahi les rues du Caire pour pleurer sa mort. 6 mois plus tard, le haut barrage d'Assouan était inauguré par son successeur, Anwar el-Sadat. Pour rappeler le combat mené par Nasser, ce lac, qui est le plus grand d'Égypte, un des plus grands d'Afrique et même un des plus grands lacs artificiels au monde, ce lac est appelé lac Nasser. Il est lié à jamais au nom de Gamal Abdel Nasser. 30 ans après son achèvement, pour beaucoup d'Égyptiens, trop jeunes pour se souvenir des crues et des sécheresses dévastatrices, le haut barrage n'a plus rien d'exceptionnel. Pourtant, le barrage a transformé leur vie. Comme le disait souvent Nasser, il est comme une pyramide consacrée à la vie. Aucun ouvrage dans le monde n'a eu autant d'influence sur le destin d'un pays que le haut barrage d'Assouan en Égypte.